budget. Je vous remercie. Merci. Damien Modeste, Madame Sophie Pantel, rapporteure spéciale pour sécurité civile. Vous avez la parole pour 5 minutes à organiser comme vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président. On va se partager la parole avec un mot peut-être sur les sapeurs et ensuite un mot sur l'aspect plus technique. Déjà, rapidement, je vais avoir une pensée pour nos voisins et amis espagnols qui, en ce moment, font face à des crues et des inondations, et une pensée également pour nos sapeurs-pompiers qui vont être amenés à intervenir là-bas. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, nos pompiers sont des héros absolus. Cette citation du Président de la République, elle a maintenant plus de 2 ans. Le Premier ministre a renouvelé ses remerciements lors des pluies inondations qui ont mobilisé 2300 interventions. Nous, avec ma collègue Sophie Pantel, on a réalisé un très grand nombre d'auditions pour ce rapport sur le bloc 161. D'ailleurs, parfois, on a dépassé le strict périmètre de cette mission, et je tiens à remercier donc tous les interlocuteurs d'avoir répondu à nos sollicitations. Et très clairement, je suis obligé de dire que, en ce qui me concerne, le compte n'y est pas, même si je sais que les sapeurs n'aiment pas ce terme. Oui, ce sont des héros du quotidien, notamment car 80% d'entre eux sont des volontaires et cumulent donc avec un emploi. Vous pourrez les croiser aux espaces verts de Péral-Château, le Roi Merlin de Limoges ou infirmier à Mende, mais en plus de leur emploi, ils accourent pour la société. Évidemment, les professionnels et les militaires ne sont pas en reste et peuvent risquer leur vie pour sauver la nôtre. Et comme cela a été fait remarquer en audition, c'est sans doute l'un des services publics les moins chers, un service public pas cher, mais qui ne doit pas devenir un service public low cost. Surtout lorsque l'on sait les conséquences du changement climatique qui avance. D'ailleurs, on a les images en tête de Valence et les 2300 interventions dont je parlais tout à l'heure. Lorsqu'on sait que la crise de l'hôpital qui est en train de gonfler, donc du coup qui augmente considérablement les missions des sapeurs, il est difficile de digérer une baisse globale des moyens. Il est difficile de digérer quand la brigade de sapeurs-pompiers de Paris nous explique que le seul moyen de boucler le budget cette année, c'est d'être en sous-effectif. Il est difficile de digérer aussi quand l'association agréée, qui pourtant accourt, nous explique qu'elles ont à peu près entre 0,30 et 0,50 centimes par bénévole qui est donné par l'État. Et enfin, il est difficile de digérer tout ça quand on sait qu'il n'y a toujours pas eu d'avancée, notamment pour les retraites des sapeurs-pompiers volontaires, malgré les amendements qui ont été votés, je le rappelle, lors de la réforme des retraites de 2023. Bref, il est difficile de digérer tout ça lorsque l'on sait que nos pompiers répondent présents tout le temps, que ce soit en période très triste et déplorable des attentats, ou que ce soit quand l'Assemblée nationale se retrouve inondée. Donc je reprendrai pour terminer avec cette célèbre phrase: notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et cette fois-ci, c'est pour parler des soldats du feu. Et donc j'invite, même au-delà de ce bloc-là, à une réflexion plus globale, à savoir qu'on y mette les moyens, mais aussi une réflexion sur le modèle de financement et sur comment on va faire pour avoir davantage de volontaires, davantage de sapeurs qui puissent effectuer leur mission du quotidien. Alors pour prendre le relais, je voulais aussi remercier les nombreux contributeurs qui ont accepté d'échanger avec nous. Et comme mon collègue, je regrette que le programme 161 fasse les frais d'arbitrage budgétaire en baisse au moment où il y a des sursollicitations pour les forces de la sécurité civile, que ce soit au niveau des conséquences du climat. Et je m'associe aussi aux propos qui ont été tenus par rapport à nos voisins espagnols, mais aussi les carences auxquelles ils doivent faire face du secteur sanitaire liées au vieillissement démographique ou l'émergence de risques accrus. Donc quelques points de vigilance opérationnelle. Donc sur le pacte capacitaire, qui est une bonne chose, nous on invite à la poursuite d'un pacte capacitaire mais orienté vers les inondations. Sur les moyens héliportés, vraiment, j'attire votre attention sur une vigilance accrue au regard du fait que la France fait l'acquisition de bombardiers d'eau Havilland, donc au Canada. On nous avait annoncé vouloir passer de 12 à 16. Et aujourd'hui, la lenteur de la mise en œuvre et surtout la dépendance finalement vis-à-vis d'un pays étranger pose un risque considérable pour notre souveraineté. Et il faut savoir que sur les crédits 2024, c'est là-dessus qu'a eu lieu des économies. Donc vraiment, on dit qu'il faut être extrêmement vigilant parce qu'aujourd'hui, on a recours à la location pour faire tampon qui est non pérenne et surtout particulièrement coûteuse. Vous le verrez tout à l'heure dans les amendements puisqu'on passe de 7 millions à 30 millions. Ensuite, Nexis et RFF donc, qui apportent de vraies solutions pour moderniser l'efficacité des interventions des sapeurs-pompiers, mais par contre avec un coût qui est en forte augmentation et on appelle à une mise en œuvre en tenant compte des capacités financières des collectivités, donc à être là aussi à l'écoute. Sur le volontariat, je crois que c'est la préservation de notre modèle de sécurité civile qui a fait largement ses preuves, mais qui ne suffit pas, où il faut pouvoir apporter des réponses pour les employeurs privés et publics. Sur le partenariat avec les Blancs, là aussi, de fortes attentes.
aussi bien sur la question des carences ambulancières, où il faut aller encore plus loin, transport sanitaire, puisque les pompiers ne sont pas là pour ça, ou la généralisation du modèle de plateforme unique. Le financement de la sécurité civile qui est à bout de souffle, on en a déjà parlé dans la première partie du PLF, puisque 90% des collectivités territoriales financent la sécurité civile. Donc il y a une réforme à opérer d'urgence. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a un consensus sur la valeur du sauvé. Les sapeurs-pompiers évitent des dépenses aux compagnies d'assurance. Et il n'est pas incohérent de penser qu'elles puissent participer plus. Mais il y a aussi d'autres propositions qui ont été faites. Et puis on en parle peu, c'est la question de la recherche. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses initiatives au sein de différentes structures, mais qu'il n'y avait pas finalement de coordination ou de chef de file. Alors il faut évidemment garder l'agilité des acteurs, et on fait la proposition d'un réseau avec la mise en place d'un réseau avec un chef de file, mais vraiment sur le terrain. Il y a la question des associations agréées de sécurité civile, mais Damien en a parlé, mais je crois que ce qui est important de rappeler à leur sujet, c'est qu'il faut qu'elles interviennent sur, oui, je termine rapidement, Président, il faut qu'elles interviennent hors des missions non urgentes et sous commandement sapeur-pompier unique. Voilà, donc pour le moment, un avis réservé, mais je ne doute pas que tous ensemble, parce qu'il s'agit vraiment d'une politique ministérielle qui va bien au-delà des clivages, sur lequel il faut qu'on anticipe tous les changements, que l'on puisse se retrouver à travers des votes au cours de l'examen de cette mission. Merci. On passe aux amendements. 396, Mme Rogol. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose de défendre en même temps le 396 et celui de mon collègue Amir Chahi, le 1661, si ça vous convient. Je ne vous vois pas, je vais le faire. J'écoutais avec intérêt les propos de Madame la rapporteure qui disait son amour pour les forces de police, et j'ai envie de répondre que quand on aime, on prouve en acte, on agit, et qu'on donne les moyens d'aller mieux. Un de ces moyens, quand on écoute à la fois la police et la population, c'est de remettre un peu de proximité, un peu plus de lien entre la police et la population. Je pense évidemment à la police de proximité, que vous alliez, je suis sûre, chers collègues, dans des zones QPV ou dans des quartiers aisés, la demande est systématiquement la même, avoir des agents que l'on connaît, avec qui on peut travailler, avec qui on peut avancer. Ça fait de nombreuses années que les écologistes, que le NFP dans son ensemble le demandent. Pourquoi? Parce qu'on a des résultats positifs sur l'ensemble du dispositif. Ça repose sur des principes de territorialisation de l'action policière. Ça a de nombreuses vertus en permettant le recueil de renseignements qui nous fait très souvent défaut, et de tisser un lien de confiance durable avec la population. Cet amendement prévoit par conséquent de débloquer les crédits initiaux. Ce n'est qu'une partie, il est assez ambitieux, je vous l'accorde. Mais si j'écoute l'Institut Montaigne, vous voyez, je ne vais même pas chercher des références à gauche, il avait chiffré à 31 millions d'euros en 2022 pour les seules dépenses de personnel, et je ne compte même pas le reste. Bref, un amendement nécessaire pour avancer vers une meilleure situation, que ce soit pour les personnes, que ce soit pour la police. On reviendra plus tard sur les questions de sens du métier, ça en redonne. On reviendra plus tard sur les difficultés, notamment psychologiques, auxquelles ce budget ne répond absolument pas. Bref, votez pour ces deux amendements, le second étant en quelque sorte le repli du premier. Bien, moi je défends le suivant sur la création d'une police de proximité. Bon, derrière ça, effectivement, c'est un projet global de refonte de la police en France pour revenir quelque part à avant 2005, c'est-à-dire le moment où Nicolas Sarkozy, on se souvient tous de cette image à Toulouse, avait expliqué que les policiers n'étaient pas là pour jouer au ballon avec des jeunes, mais étaient là pour assurer en gros la répression, et a dissous progressivement la police de proximité. Nous considérons que c'est une erreur sur laquelle il faut revenir. Il y a beaucoup de pays en Europe qui ont des statistiques bien meilleures en termes de sécurité et qui n'ont pas une police aussi importante, ni, j'allais dire, une police du quotidien par exemple, équipée, par exemple, de moyens dissuasifs, y compris de moyens létals comme les flashballs ou autres instruments. Et ça marche aussi bien. Donc nous, ce que nous pensons, c'est qu'il doit y avoir des policiers, des corps de police différentes selon le niveau de
de répression à utiliser. Et ça passe d'abord par une police de proximité. Alors, pour être clair, nous, du coup, on s'oppose aussi au continuum de sécurité qui a institué quelque part que la police de proximité devait être assurée par des polices municipales. On pense que ce n'est pas la solution, ne serait-ce que parce que ça provoque des inégalités pour nos concitoyens selon les moyens de telle ou telle municipalité, qui sont inévitablement pris d'ailleurs sur d'autres compétences. Donc cette police municipale, c'est pas à elle de jouer le rôle de police de proximité, mais c'est à une police nationale. Raison pour laquelle, dans notre amendement, on propose que la police municipale actuelle soit intégrée à la police nationale après plusieurs mois de formation, ce qui est environ 24 000 agents. Voilà ce que nous proposons. Pour le reste, je vous invite à le lire à l'intérieur de l'exposé des motifs. Madame Le Gris. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais répondre sur les amendements 396, 1661 et votre amendement, Monsieur le Président, 2175, qui concerne, en gros, avec des rédactions légèrement différentes, tous les trois, l'objet rétablissement d'une politique de proximité. Alors, je voulais dire, sans forcément revenir très longtemps en arrière et sans vouloir me référer à des caricatures, que la police de proximité, c'est une doctrine d'emploi des forces. Ça n'est pas un corps de fonctionnaires, une catégorie de fonctionnaires de police supplémentaires. Enfin, en tout cas, c'est ainsi que je le conçois, et qu'il y a incontestablement, avec la volonté de renforcement de la présence policier, de la présence des forces de l'ordre sur le terrain, dans la LOPMI, avec des engagements très clairs, hein, objectif de doublement de la présence des forces de sécurité sur la voie publique en 10 ans, recrutement de 8500 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici à 2027, une véritable dimension de terrain, de visibilité de nos forces sur la voie publique, hein, revoir du bleu, littéralement, et que cela va clairement dans le sens des attentes de nos compatriotes. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'envisager de créer un corps de policiers, un corps de fonctionnaires supplémentaires, notamment parce qu'on a vu, on peut tirer des enseignements d'ailleurs très intéressants de l'épisode de sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques, où on voit bien qu'une évolution dans l'emploi des forces peut amener des très bons résultats, et en termes de visibilité, et en termes de résultats, et en termes de rétablissement d'un lien de confiance entre la police et la population. Et je rappelle enfin que le ministre de l'Intérieur actuel, Bruno Retailleau, est accompagné d'un ministre délégué, Nicolas Daragon, chargé de la sécurité du quotidien, et que tant le ministre de l'Intérieur que le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien sont en train de décliner, annonce après annonce, dans certains discours, dont le discours très récent du ministre de l'Intérieur devant les écoles de police le 24 octobre dernier, l'élaboration de plans départementaux de restauration de la sécurité du quotidien qui s'appuient sur une doctrine d'emploi, sur la coopération avec des polices municipales et sur un certain nombre d'autres actions. Donc, je crois que l'on peut considérer qu'à cet égard, les amendements que vous proposez ne sont pas pertinents. C'est un avis défavorable. Merci, Monsieur Boucard. Merci, Monsieur le Président. C'est un débat qui est intéressant. C'est un débat qu'on a déjà eu dans le cadre de l'examen de la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur. Et je reconnais à Sandra Regol et au groupe écologiste une constance sur le sujet, une constance aussi dans nos désaccords à ce sujet-là. Moi, je voudrais revenir sur un point de votre amendement, Monsieur le Président, qui est intéressant. C'est l'intégration des polices municipales aux polices de proximité. Alors, ça me semble aller évidemment contre la libre administration des communes et contre les choix politiques des élus. Moi, je ne prends que dans ma région, la ville de Belfort, administrée par la droite républicaine, a fait le choix de quadrupler les effectifs de police municipale pour assurer une meilleure sécurité aux citoyens. C'est validé par les citoyens au moment des élections. La ville de Besançon, à côté, qui est écologiste, fait le choix de diminuer plutôt sa police municipale. Bon, la conséquence, c'est que la délinquance augmente, mais les citoyens ont validé ce choix de fait par les élections. Il ne me semble pas que ce soit aux législateurs de faire ce choix à la place des élus municipaux en place. Et en tout cas, pour la question de la police de proximité, si ce débat peut avoir lieu, moi j'y suis à titre personnel pas favorable, mais si ce débat peut avoir lieu, il ne me semble pas que ce soit par voie d'amendement au PLF. C'est le cadre d'un projet de loi, et il y a des niches, avec le nombre de groupes de gauche dans cette Assemblée, il peut y avoir une niche parlementaire où on a ce débat qui est intéressant, et sans doute d'ailleurs un peu plus intéressant qu'un certain nombre de débats qu'on a aujourd'hui. Je ne parle pas d'ici. Madame Regol.
Oui, merci. Très rapidement, Monsieur le Président. Il y a des choses qui fonctionnent et qui se voient dans la population. Si on prend les sondages, parce que je sais que les ministres aiment beaucoup dire que les Français adorent leur police. Alors, les Français adorent leur gendarmerie, qui a restauré une gendarmerie de proximité depuis plusieurs années maintenant et qui a des services de proximité. Quand on prend les chiffres spécifiquement sur la police et pas sur les forces de l'ordre, où les deux sont mélangés, eh bien on est 15 à 20 points en dessous des chiffres de la gendarmerie. Et ça devrait nous interroger et nous inquiéter sur la façon dont les rapports sont entretenus. Alors si ça marche pour la gendarmerie, une maison qui est bien tenue, eh bien peut-être que l'on pourrait s'inspirer de ce qui fonctionne déjà pour le réinstaurer dans la police qui, elle, avait ça, qui fonctionnait il y a quelques années. Et si Nicolas Sarkozy n'était pas passé par là pour tout supprimer, eh bien peut-être que nous aurions aujourd'hui des chiffres d'adhésion police-population qui seraient aussi bons que police-gendarmerie. Merci. Monsieur Cazenave. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais réagir à votre amendement. Il me semble que ça amène au contraire une grande confusion des responsabilités. Vous avez dit à juste titre dans votre préambule en disant qu'il y a des responsabilités différentes entre le maire et puis le responsable de la police nationale. Mais à fusionner ces deux responsabilités, vous exonérez le maire de sa responsabilité première, qui est fort ancienne d'ailleurs dans les textes, de tranquillité publique. Tranquillité publique. Et donc, vous introduisez une confusion dans les missions. 2, vous allez à rebours de ce que demandent les élus locaux et les maires en particulier qui veulent garder cette responsabilité-là. Et enfin, pour mieux articuler les deux missions, je rappelle que les contrats de sécurité intégrés ont été proposés, que la plupart des maires l'ont signé, qui se traduit, par des renforcements de policiers nationaux, concomitamment à des renforcements de prérogatives du maire et notamment de policiers municipaux. Et la plupart des élus l'ont signé, parfois tardivement comme à Bordeaux, mais la plupart s'y sont intégrés. Donc pour toutes ces raisons-là, nous voterons contre votre amendement et les amendements identiques. Merci. Monsieur Decygnes. Oui, merci, Monsieur le Président. Si le premier devoir de l'État, c'est d'assurer la sécurité des concitoyens, quand vous souhaitez retirer 100 millions d'euros pour Monsieur Amirachi et pour 150 millions d'euros pour Madame Regol à la gendarmerie nationale, c'est nos territoires ruraux que vous mettez à mal, parce que la gendarmerie n'agit pas dans le même rayon d'action que la police. La police municipale, c'est pour des villes qui font plus de 15 000 habitants. Tous les territoires ruraux sont sous la tutelle de la gendarmerie. Et donc, on a besoin de cet argent-là en ruralité pour pouvoir mettre en place les dispositifs nécessaires à la gendarmerie pour pouvoir agir. Oui, une petite réponse pour ma part. Monsieur Boucard, je suis d'accord avec vous, c'est un amendement d'appel. J'admets, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour avoir le débat, puisque c'est aussi le moment où on peut discuter de cette question. Pour ma part, moi, je récuse l'idée qu'en réalité, ce que les citoyens valideraient, c'est forcément une police de proximité, une police municipale. Voilà. Je pense qu'ils valident une police de proximité. Et que ce n'est pas le fait qu'elle soit financée par la mairie, que leur armement soit financé par la mairie, que de plus en plus, sur pression, parce qu'on a intégré la question de police municipale, et ça on ne peut pas l'ignorer, dans le continuum de sécurité, de manière très claire, que la question, évidemment, pour un maire, se pose au bout d'un moment d'avoir ou pas une police de proximité. Donc il y va. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que ça serait forcément le fait qu'elle soit municipalisée. Alors l'idée n'est pas de revenir sur les agents de voie publique, ni les gardes champêtres, c'est le rôle qu'on donne aujourd'hui à une police municipale qui est de plus en plus un rôle qui en réalité s'apparente à celui d'une police nationale. Et là, il y a des philosophies. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour l'évolution à un modèle à l'américaine. Voilà, je le dis très clairement. Je pense que la police doit rester nationale avec une formation... Si, parce qu'au bout d'un moment... c'est un modèle américain, excusez-moi. Les polices aux États-Unis, la plupart des polices sont municipales. Voilà, et avec même l'élection, mais bien sûr que oui, ne me dites pas non, Monsieur Cazenave, quand je vous donne une évidence. La plupart des polices aux États-Unis, du fait de l'organisation du territoire, sont des polices municipales, avec même y compris l'organisation de l'élu Donc c'est ce modèle-là, et moi c'est pas un modèle qui me convient. Moi je suis pour l'égalité de tous les Français sur le territoire, que ça ne dépense pas des moyens de telle ou telle municipalité. Donc je le redis, je pense qu'il faut une police de proximité. Et la comparaison avec les JO est intéressante. Je ne sais pas qui l'a faite. Qui a fait la comparaison avec les JO? Non. Ah voilà, je trouve ça intéressant parce que
Figurez-vous, pendant les JO à Paris, quelque part, il y a eu une police de proximité. C'est-à-dire que les policiers qui étaient face aux personnes qui étaient... c'était les mêmes équipes, tout le temps, aux mêmes endroits. Ils jouaient un rôle d'îlotier. Ils faisaient... Thomas Cazenave, vous reprendrez le micro si vous voulez. Ils jouaient un rôle d'îlotier. Bah oui, bien sûr, je le dis à tout le monde. Ils jouaient un rôle d'îlotier, puis personne n'a la possibilité de faire différemment des autres ici. Ils jouaient un rôle d'îlotier. Il jouait un rôle, y compris quand il y avait à faire la circulation, il refaisait la circulation, alors qu'il y en a plus. Et à mon avis, ça change le rapport avec la police. Et je pense que c'est une leçon qu'on doit avoir. Le rapport a été excellent avec les policiers, même si la plupart devenaient de province, mais qui étaient les mêmes à un endroit donné pendant les JO. Je pense qu'il faut qu'on revienne. Et ce que je note d'ailleurs, c'est que vous remarquez qu'on a souvent, du côté France Insoumise, des rapports parfois compliqués avec les syndicats de police, mais la plupart des syndicats de police demande le retour d'une police de proximité et d'îlotier. Donc ça veut dire que le débat, il est largement transpartisan. Madame la rapporteure. Oui, juste puisque j'avais effectivement mentionné la sécurisation extraordinairement réussie tant par les policiers que par les gendarmes des Jeux Olympiques et Paralympiques concentrés sur Paris, la région parisienne, même s'il y avait quelques autres portions du territoire, y compris la Polynésie, qui étaient concernées par des épreuves et donc par des nécessités de sécurité. Cela montre bien, d'une part, que l'on n'a pas besoin de créer un corps ou de procéder à des réformes phénoménales dans l'organisation de la police pour parvenir à des résultats. Et d'autre part, des enseignements très précis sont tirés en ce moment tant par la DGPN que la DGGN de ce qui s'est passé pendant l'épisode Jeux Olympiques et Paralympiques, qui montre bien qu'effectivement, il y a des méthodes d'occupation du terrain qui peuvent être déclinées, mais qui ne peuvent pas être reproduites à l'identique, puisqu'il y a eu de fortes concentrations sur certaines portions du territoire seulement du déploiement des hommes et des femmes pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et que si l'on veut assurer partout sur le territoire de la République un niveau de protection et de sécurité équivalent pour tous nos compatriotes, il faut bien évidemment réfléchir à des méthodes efficaces et pragmatiques. Allez, Monsieur Amiel, et puis après on passe au vote. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement répondre à deux arguments que vous avez évoqués. Le premier, c'est la comparaison avec les États-Unis. Moi, je crois qu'au contraire, la police municipale, c'est une tradition très ancrée en France. Ça remonte aux communes du Moyen-Âge, ça a été organisé au moment de la Révolution française. C'est justement associé à des libertés locales, et ce n'est pas un hasard si elles sont étatisées au moment de Vichy, dans la loi de 1941, précisément pour écraser les libertés locales. Deuxième élément contre lequel je voudrais m'inscrire, c'est l'exemple que vous avez donné sur les Jeux Olympiques. Effectivement, les Jeux Olympiques ont montré des excellents rapports entre la police et la population, mais ce n'était pas exactement lié à une police de proximité, puisque c'était des forces qui venaient de la France entière à Paris. Donc ce n'était pas une police qui était ancrée dans un territoire, qui connaissait les habitants, ce qui devrait être en revanche effectivement une des manières qu'aurait la police nationale d'exercer ses fonctions. Mais pour cela, nul besoin d'étatiser des polices municipales. C'est au contraire à la fois les polices municipales et la police nationale qui, dans le cadre de leurs missions respectives, doivent se comporter comme des polices de proximité. D'accord. Donc il y a bien deux choix, effectivement, un retour, pas selon Vichy, retour qui a été acté par la Libération et qui a même été amplifié. Donc c'est des choix qui ne sont pas les mêmes, on peut les faire. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour Alors d'abord l'amendement, le premier, qui est le... Excusez-moi. 396. Qui est contre? Rejeté. Même vote, je suppose, pour les trois. On passe au 187. Là, j'ai ouvert au groupe, et on va évidemment revenir à pour un contre. 187, groupe écologiste. Non, pas groupe écologiste, pardon. Non, 187... Groupe RN, pardon, excusez-moi. Non? Non, pas non plus. Non plus, socialiste. Groupe socialiste, voilà, je vais y arriver. Monsieur Vico, à qui je souhaite la bienvenue dans cette commission. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous confirme que je suis au groupe socialiste apparenté. Monsieur le Président, c'est un amendement qui a trait aux moyens de la police judiciaire et qui s'appuie sur le constat d'une forme d'incohérence totale entre le discours du gouvernement, le discours du ministre de l'Intérieur et les moyens qui sont alloués à la police judiciaire. Le pays fait face, et ça je crois que nous le reconnaissons sur tous les bancs, à la question du narcotrafic, et qui est une question évidemment majeure. Je vous renvoie au rapport du sénateur Jérôme Durain, qui vient de publier un rapport sur le sujet, qui est assez terrifiant et assez inquiétant. Et évidemment, dans la lutte contre le narcotrafic, qui est une lutte centrale,
l'élément majeur et le bras armé de la police doit être évidemment la police judiciaire et les moyens qui lui sont alloués. Or, si l'on regarde le budget de la mission sécurité, le bleu indique pour la PJ une baisse globale de 8,10% par rapport à 2024. Et si l'on prend la sous-action administration centrale et cabinet, on atteint presque 19% de baisse. Pardon de ce rapprochement, j'allais dire c'est presque criminel au regard des enjeux et au regard de ce qui doit être mis en œuvre avec la police judiciaire. Par conséquent, c'est un amendement relativement simple qui propose de revenir au budget alloué à la PJ dans le cadre du PLF 2024, 280 millions d'euros, qui viendraient donc abonder le programme 176 et son action 05. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, je veux simplement apporter quelques précisions. Peut-être y a-t-il eu une confusion, ce qui peut ensuite engendrer le dépôt de tel ou tel amendement. En réalité, le périmètre de l'action 5 qui s'appelle police judiciaire, dans le programme 176 dont nous débattons, a évolué de 2024 à 2025, ce périmètre de l'action 5 a été redéfini et il ne comporte plus, il a été redessiné, il a été reconcentré, il ne comporte plus dans sa définition et son format d'aujourd'hui pour le PLF 2025, il ne comporte plus les effectifs dédiés à l'arrestation des personnes mises en cause, ni les effectifs dédiés au déferrement vers les autorités judiciaires. Et donc c'est ce reformatage de l'action 5 qui explique ce que vous voyez facialement, c'est-à-dire une baisse de crédit dans l'action 5 police judiciaire. C'est parce qu'elle a été différemment construite. Les effectifs qui faisaient le déferment vers les autorités judiciaires et les effectifs d'arrestation sont désormais imputés à l'action 1. Ils sont passés de l'action 5, en quelque sorte, à l'action 1, ordre public, et à l'action 2, sécurité et paix publique. Donc on s'y retrouve complètement. Merci. Oui, monsieur Vico. Oui, d'abord, la police judiciaire, ce n'est pas que l'arrestation et le déferment au judiciaire, c'est surtout l'investigation sur le long terme en France, à l'étranger, enfin en tout cas avant la réforme Darmanin, et surtout, quelle est donc sur les effectifs police judiciaire, l'évolution du budget entre 2024 et 2025. Allez-y. Je n'ai jamais dit que les effectifs police judiciaire, ça n'était que le transfèrement ou les arrestations des mises en cause. Mais simplement, il y a eu un effort de simplification et de plus grande lisibilité et transparence dans le format, le périmètre de l'action 5, version l'action 1 et l'action 2. Et on fait donc coïncider dorénavant l'action 5 dite police judiciaire avec la filière police judiciaire, mais celle-ci n'est absolument pas le parent pauvre, bien au contraire, elle continue à bénéficier d'augmentation de crédit. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 12,50 et les filles. 12,50. 12,50. Qui le défend? Personne? Ok. Madame la rapporteure. Alors, si je comprends bien l'objet de cet amendement, je vais aller très vite, c'est un audit sur l'impact de la LOPMI qui est demandé. Clairement, il me semble que ce sujet n'est pas exactement un sujet de nature budgétaire, que s'il devait y avoir une mission d'information, une demande d'audit à travers des missions flash ou autres instruments parlementaires, ce serait plutôt du ressort de la commission des lois. Donc, je demande un retrait de cet amendement, à défaut défavorable. On met... Non, on compte... Oui, il n'y en a qu'un. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Rejeté.
Le 239 et 184 identiques, Monsieur Vico. J'entends pas très bien. Excusez-moi. Merci, Madame la rapporteure. Amendement qui concerne la formation de la police nationale. Là aussi, les moyens alloués ne sont manifestement pas suffisants au regard des objectifs. Et je souligne quand même que l'objectif qui avait été fixé les années précédentes d'augmenter le temps de formation des policiers de 50% a disparu des objectifs pour 2025, ce qui est un problème en soi. Et puis, pour avoir, à l'occasion d'une mission d'information de 6 mois l'an dernier, et au début de cette année, beaucoup travaillé sur la formation, il y a la question de la formation au tir, qui pose évidemment problème. Je pense que là aussi, beaucoup s'accordent à dire que 3 tirs par an, c'est notoirement insuffisant. Aujourd'hui, on n'est même pas à 3 tirs par an. On est sur une moyenne de 2,88 tirs par agent selon le bleu 2025. Par conséquent, dans la mesure où un certain nombre de policiers, des milliers ces dernières années, ont été recrutés, nous estimons que l'accompagnement n'est pas assez suffisant, que le renforcement des moyens de formation n'est pas suffisant. Et nous vous proposons là aussi de renforcer les crédits affectés à la formation des policiers, 100 millions d'euros qui viendraient abonder le programme 176 et son action 06. Là aussi, dans l'idée d'une cohérence entre le discours qui met en valeur la nécessité de formation des policiers et les moyens qui sont alloués. Monsieur Vico, 186. C'est un repli, non? Oui, c'est le repli de 50 millions, Monsieur le Président, pardon. 1334, Madame Catala. Défendu. 1263. Défendu. Merci. Le 666. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise, dans un souci d'efficacité dans la formation des réservistes, de faire augmenter la durée de leur formation afin d'y inclure une semaine supplémentaire pour notamment intégrer le module agent de police judiciaire adjoint qui passe des fois plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la formation initiale. Ça permettrait un gain de temps et d'efficacité, puis d'avoir une base davantage solide pour les missions qu'ils sont amenés à exercer sur la voie publique. Merci. Merci, Monsieur Beaubry. Bienvenue dans cette commission. Madame la rapporteure. Alors, je vais essayer de procéder dans l'ordre, comme le déroulé des amendements que j'ai n'est pas exactement identique à la manière dont les choses se passent. Alors, sur les quelques amendements formation initiale et formation continue, puis je crois qu'après on a des amendements sur la formation aux violences sexuelles et sexistes, qui est un sujet en soi. Je vous rejoins, chers collègues, sur la nécessité de considérer que la question de la formation initiale, mais surtout encore plus, je dirais, de la formation continue, est un sujet tout à fait essentiel et qu'il faut vraiment considérer qu'il y a là des variables de progrès encore à effectuer. Vous semblez notamment indiquer, en parlant des indicateurs qui sont actuellement ceux de la police nationale, le nombre d'heures de formation continue individuelle en fonction de tel ou tel indicateur, qui montre qu'il y a quand même une réelle progression année après année, mais que cette progression n'est pas suffisante. Et tous les responsables de la police et de la gendarmerie que j'ai rencontrés sont conscients de cette difficulté, et j'accorderai d'ailleurs dans mon rapport spécial un intérêt particulier à ce sujet, s'agissant encore une fois de la formation continue. Je vais d'ailleurs proposer un peu plus tard un amendement qui vise à améliorer les indicateurs avec lesquels on mesure la réalité de la formation continue, où l'on voit bien qu'il y a des marges de progrès à faire pour la formation aux techniques de sécurité en intervention, et également pour les séances de tir réglementaires. À ce sujet d'ailleurs, par-delà le propre amendement que je porterai, il se trouve que la DGPN a mis en place un groupe de travail pour essayer d'améliorer les indicateurs et puis surtout d'améliorer les formations. Mais c'est un défi majeur, encore une fois. Je pense simplement qu'il faut prendre un petit peu le
le temps de voir exactement comment progresser sur ce sujet complexe. Je serai donc amenée, tout en reconnaissant qu'il faut toujours aller plus loin en matière d'obligation de formation, notamment continue, je serai amenée à vous demander de bien vouloir retirer vos amendements au profit de l'amendement que je porterai tout à l'heure et qui visera à mettre en œuvre plusieurs recommandations de la Cour des comptes à ce sujet. Ok, merci Madame la rapporteure. Madame la rapporteure, est-ce que vous pourrez être un tout petit peu plus rapide? D'accord. Parce que là, sinon, on va D'accord. pas y Alors, arriver. il y a trois amendements tout à fait intéressants, entre guillemets, par le sujet qu'ils abordent, qui est d'augmenter la formation de nos forces de sécurité à la lutte contre les violences conjugales et les violences sexuelles. Je considère que, effectivement, nous partions d'assez loin, il y a quelques années encore, mais qu'un certain nombre de progrès tout à fait significatifs, vraiment réels, ont été accomplis en matière de formation initiale, mais également en matière de formation continue, puisque dans le cadre de la formation continue qui est obligatoire pour nos forces de sécurité, il y a des modules, c'est souvent des modules d'ailleurs en distanciel, qui sont des modules de sensibilisation et de formation très particulières à la lutte contre les violences conjugales et sexuelles. Je ne veux pas être trop longue, mais il y a énormément déjà qui est fait. C'est un problème de société, mais nos forces de sécurité intérieure sont de plus en plus formées et impliquées dans ce sujet important. Donc je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, à défaut défavorable. Ok. Donc vous me promettez qu'après, ça va être plus concis. Hein? D'accord. Oui. C'est un sujet important, les violences. Non, mais je suis d'accord, le sujet est très très important, tous les sujets, mais le problème c'est que comme après on a un autre thème, sinon on va déborder et à la fin du fin, ça va se terminer à 3 h du matin et Madame Louwagie qui me remplace ce soir ne sera pas très satisfaite. Merci. Non, c'était pour donner l'info en même temps. Ça, je fais. 184 qui est pour. C'est le vôtre, monsieur. Oui. Qui est contre? Rejeté, même vote, je suppose, le 186, même vote le 1334, même vote le 1263, et même vote le 666 qui est pour, qui est contre, rejeté. On passe au 395, Mme Rogol. Merci, Monsieur le Président. 21 policiers se sont déjà donné la mort, généralement avec leur arme de service en 2024. Et les problèmes psychosociaux ne font que progresser, ce qui est logique dans une profession comme la leur. Mais face à ça, le gouvernement a fait un choix assez simple qui consiste à réduire quasi de moitié le budget du programme de mobilisation contre le suicide. Vous admettrez que pour des gens qui disent aimer la police, c'est quand même un choix assez particulier. Il nous a été expliqué en commission que c'était un problème technique de répartition et qu'en gros, on ne pouvait pas faire mieux. Je pense que la mort de nos forces de l'ordre mérite un peu mieux qu'une explication aussi lacunaire. Donc, plutôt que se résigner, on vous propose d'agir et de mettre en place des solutions concrètes et qui ne sont pas des plus coûteuses, je le rappelle, pour aider. Cet amendement permet donc un accès à des psychologues en dehors du SSPO, ce qui est un peu la seule chose possible et encore fort limité, puisqu'il y a environ 310 psychologues pour 152 000 agents, ce qui fait un petit peu court. Merci. Merci. Ensuite, on a le 190, Monsieur Vico. Oui, Monsieur le Président, je serai rapide sur les constats, puisque Sandra Régol vient de dire très clairement ce dont il s'agit, une attention proclamée au sort des policiers et une baisse de moitié du budget de prévention du suicide. Et je vous propose tout simplement dans cet amendement de renforcer les crédits affectés à ce programme avec 1,3 million d'euros qui viendrait abonder le programme 176 et son action 06. Merci, Monsieur le Président. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. La question
du nombre élevé des suicides chez nos forces de l'ordre est bien sûr une question absolument tragique et loin de moi l'idée de considérer que cela doive être traité d'une manière technique. Nous connaissons les risques de suicide, nous connaissons les risques psychosociaux de manière générale et croyez-moi, les forces syndicales que j'ai rencontrées m'en ont longuement parlé et j'ai moi-même dans mon exposé liminaire dit que je regrettais la baisse des crédits d'action sociale, même s'ils avaient été beaucoup augmentés les années précédentes et notamment pour l'année 2024. Je ne veux pas être trop longue sur ce sujet. Il se trouve que sur les dispositifs de prévention du suicide, il existe un véritable engagement de la part de la DGPN qui met en place toute une série d'actions ciblées qu'il faut bien sûr continuer à valoriser et à voir concrètement être appliquées partout sur le territoire. Et puis j'aurai l'occasion plus tard de défendre un amendement de manière à permettre de dégager des ressources supplémentaires qui permettront de venir abonder les crédits action sociale. Monsieur De Signy. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. C'est bien de se poser la question sur les conséquences et d'accompagner les policiers de manière plus concrète sur les soins psychologiques et de savoir pourquoi et comment les accompagner pour éviter qu'ils se suicident. Mais la question, c'est plutôt à se poser, c'est sur les causes. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui nos policiers, nos gendarmes, à en venir à avoir des gestes aussi graves et à aller jusqu'au suicide? S'ils le font, c'est parce qu'ils se sentent abandonnés par les politiques de l'État, parce qu'ils font face à des manifestants de mouvance extrême gauche de plus en plus violentes, contre lesquels il y a une certaine, en faveur desquels il y a une certaine impunité, parce que quand ils font de la lutte contre les trafics de drogue, eh bien, les délinquants sont libérés avant même avant même que eux soient retournés au commissariat. Parce que quand il y a des décisions de justice sur des violences sur les policiers ou sur les élus, eh ben, encore une fois, il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de mesures à la hauteur. Les délinquants reviennent sur le terrain, ne passent jamais par la case prison. C'est tout ça qui décourage la suradministration, c'est tout ça qui décourage des personnes qui ont fait vocation qui ont pour vocation de rétablir l'ordre et de l'instaurer dans les rues pour qu'on puisse vivre en sécurité, ce qui, je le rappelle encore une fois, est le premier devoir de l'État, assurer la sécurité de ses concitoyens. Alors, il faut donner plus de moyens à nos forces de l'ordre. Nous serons défavorables au premier amendement, parce que 45 millions, c'est un peu trop. Merci. Et le deuxième également, parce que c'est sur la gendarmerie, donc sur la ruralité. À l'occasion, Monsieur De Signy, vous me donnerez l'étude scientifique et sociologique à laquelle vous référez sur les raisons des suicides dans la police, ça m'intéresse. Monsieur Rogol, Madame Rogol. J'ai changé de genre au passage. Merci, Monsieur le Président. C'était justement sur ce point que je souhaitais réagir, parce que la littérature scientifique donne un contexte sur les raisons qui poussent les agents à se suicider. Il y a des ouvrages qui ont été écrits par des agents eux-mêmes pour dénoncer les raisons pour lesquelles leurs collègues sont poussés au suicide. Il y a même ici, dans cette Assemblée, des missions d'information qui ont été menées sur la question. Et en fait, elles atterrissent toutes sur les mêmes raisons. C'est la perte de sens de leur métier. C'est le fait qu'ils n'aient pas signé pour n'être qu'une matraque qui tape, mais qu'ils sont et la matraque qui tape, et l'outil qui permet d'anticiper, et même le lien social. Et cette perte de sens, elle passe notamment par une hiérarchie qui stigmatise les personnes qui font bien leur travail dans beaucoup trop de cas et qui laisse les personnes qui ont cumulé les infractions faire une carrière très tranquille. Si vous voulez qu'on parle de cas, il y en a plein, ils émaillent même l'actualité. Le problème, c'est qu'on a une immense majorité de policières et de policiers qui font un excellent boulot, mais que ce ne sont pas eux qui sont le plus primés. Et ça, c'est une raison de perte de sens. Et vous savez, elle est très bien documentée scientifiquement, il suffit juste d'ouvrir des livres. Allez, on passe au vote. 395, qui est pour? Qui est contre? Même vote, 190 rejeté. Le 1835, Monsieur Beaubry. Merci, Monsieur le Président. On l'a dit, les forces de l'ordre sont parmi les métiers les plus touchés par les suicides. Une véritable vague qui touche notamment la police nationale depuis plus de 20 ans.
et les moyens mis en œuvre semblent inadaptés, voire inefficaces. Pour un changement de doctrine, je suggère que l'on change aussi le plan en place qui vise à lutter contre ces suicides. Si on veut vraiment endiguer le phénomène, je pense qu'il faut changer de méthode. Merci, monsieur, madame la rapporteure, excusez-moi. Je suis défavorable à cet amendement. Je ne veux pas être trop longue sur le sujet absolument fondamental et tragique du suicide et des risques psychosociaux, mais je rappelle quand même le fort engagement et de la DGPN et de la DGGN dans la sensibilisation, la prévention. Des cellules d'écoute existent, une ligne d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 existe. Il y a un très, très fort engagement et cela va aller dans les années à venir encore de manière renforcée à l'écoute des hommes et des femmes de nos forces de sécurité intérieure. Donc, avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 663. Merci, Monsieur le Président. Ceci va concerner les forces de l'ordre, mais aussi leurs familles, parce qu'on le sait, les forces de l'ordre sont de plus en plus attaquées, ils subissent des violences toujours plus nombreuses, toujours plus fortes, mais leurs familles ne sont pas non plus épargnées. L'actualité récente fait souvent état de personnel qui est reconnu à l'extérieur, qui est des fois des individus qui se présentent même au domicile des agents, des membres des forces de l'ordre, avec des familles, des enfants qui sont violentés par des individus, par les criminels qui ne reculent devant rien. Il y a parfois le déménagement du coup qui suit ces agressions à domicile, et les membres des forces de l'ordre se retrouvent un peu démunis par l'institution également policière, qui n'a pas les moyens de mettre à l'abri parfois ces familles. Donc tout se fait aux frais des personnels. C'est pour instituer en fait un fonds qui pourrait venir combler ce manque, parce que je pense qu'on ne peut pas non plus laisser nos serviteurs de l'État démunis face à ces actes délictuels et criminels qui touchent aussi leur vie privée. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Votre amendement vise à créer un fonds dédié au soutien des familles. Je n'y suis pas favorable. Je rappelle que l'action sociale du ministère de l'Intérieur déploie déjà toute une série d'actions très concrètes à destination des familles et des forces de l'ordre. Je ne saurais vous laisser dire qu'elles sont ignorées ou qu'elles ne sont pas entendues. Il y a des choses très très précises. Je cite par exemple pour la Gendarmerie nationale la Maison de la Gendarmerie, qui est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1944, qui effectue un travail absolument remarquable, qui intervient en complément de l'action sociale du ministère des Armées. Il y a d'autres dispositifs, des conventions triennales qui ont été renouvelées fin 2023 avec un certain nombre d'organisations, d'associations, de fondations comme celle de la Maison de la Gendarmerie. Et encore une fois, j'avais moi-même déploré la baisse des crédits pour l'action sociale, et je vous engage à voter tout à l'heure l'amendement que je proposerai, qui permettra très concrètement de doter quelques ressources supplémentaires à l'action sociale du ministère de l'Intérieur. Donc retrait ou alors défavorable. Merci. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 1325. LFI. Merci. 1279. Merci. Madame la rapporteure. Ce sont deux amendements qui sont dédiés à la question très importante de l'accueil des publics victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles de manière générale dans les commissariats et dans les gendarmeries. Je voulais dire qu'il y a des outils, une organisation, une attention constante qui sont déployés maintenant et qui ne cessent d'être renforcés depuis plusieurs années pour améliorer l'accueil. Je ne veux pas être trop longue, mais quand même, il faut rendre hommage à l'effort considérable qui est accompli par nos forces de police et nos forces de gendarmerie pour réserver de plus en plus une qualité d'accueil particulièrement ciblée,
destiné à permettre que la parole de ces publics vulnérables soit entendue, reconnue, considérée. Il y a des référents accueil, il y a des groupes d'enquêteurs spécialisés, il y a la plainte possible dans les locaux hors police, hein, ça peut être dans une association, ça peut être à l'hôpital, il y a la plainte en ligne, bien sûr, il y a le PAC Nouveau Départ auquel les forces de l'ordre participent. Enfin, il y a vraiment un effort considérable qui est accompli depuis plusieurs années. Il faut vraiment se rendre compte de l'effort que cela représente. Beaucoup donc est déjà fait et je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j'y serai défavorable. Ouais, je voulais appuyer cet amendement et rendre hommage. Alors je sais qu'il y a d'autres commissariats qui le pratiquent, mais sous l'impulsion du commissaire du 20e à Paris, à ce qui est fait. C'est-à-dire qu'il y a la mise en place d'une chambre, une cellule qui a été transformée en chambre avec une petite fenêtre, etc., et qui est faite justement pour que, lorsqu'une femme vient pour porter plainte un soir lors de violences conjugales, elle puisse rester là. Parce que très souvent, on constate que quand elles repartent, elles ne savent pas forcément où aller, et elles repartent parfois là où se situe la personne qui a commis les violences. Et je voulais vraiment rendre hommage parce que c'est quelque chose qui est terriblement efficace. Voilà. On passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. Le premier, du coup, le deuxième est satisfait. Ouais. Le 13-25 est adopté. Ah, bah, on refait si vous voulez, mais enfin c'était large, quoi. Non, c'était très large, quoi. Les gens qui ont levé contre. Ouais, c'est-à-dire que les gens qui votent contre d'habitude, nous avons de ne pas voter contre, voilà. Donc je ne vais pas refaire le vote. 12,79 est satisfait. Enfin, et qui sont là cette fois-ci. 12,79, il est satisfait. On passe au 708. Alors le 708, Madame Santiago, elle n'est pas là, hein, je le trouve. 717 non plus, 716 non plus, 117. Est-ce que vous êtes co-signataire du 117 ? Non. Non, il est tout seul. Non défendu non plus. Le 887 n'est pas défendu. Monsieur Bataille n'est plus là. Non plus. Il est défendu celui-là. Oui, c'est le Rassemblement national. 668 Rassemblement national. Qui le défend. Défendu. Défendu. Madame la rapporteure, quand on dit défendu, vous pouvez donner juste la conclusion. Défavorable. Merci. Absolument. Passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. Le 671, aussi de Nation. RN aussi. Défendu également. Merci, madame la rapporteure. Eh bien, défavorable. Même vote. Rejeté. 139, est-ce que madame Louvagie est signataire ? Non. Ok. 1223, France Insoumise. Ok, madame la rapporteure. Eh bien, Monsieur le Président, c'était intéressant comme sujet, mais voilà, je vais dire défavorable parce que c'était mon avis, même s'il y a beaucoup à dire déjà dans tout ce qui est d'ores et déjà fait. Mais voilà, on va aller vite, donc défavorable. Merci. Qui est pour ? Qui est contre ? « 12-12 rejeté. 12-40, France Insoumise. Qu'est-ce que c'est que ça, 12-40 ? Ça ne ressemble à rien. Hein. Défendu. Madame la rapporteure. Défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté. 12-33, France Insoumise. « 16-08.
Est-ce que c'est... Écologiste. Oui, oui, c'est ça. Merci, oui. Oui, mais j'entends très mal. Non, on n'a rien entendu. Son micro, Voilà, merci. c'est fait. Merci. Un amendement de mon collègue Pouria Amir Chahi qui rappelle que le 10 octobre 2023, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté un rapport qui appelait la France à mener une réforme des corps d'inspection de la police et de la gendarmerie. Une demande portée de longue date, par la gauche notamment. Et le fait que l'IGPN, depuis 2 ans, ne soit pas en capacité de rendre son rapport dans les temps, vous savez, normalement, il est publié au plus tard fin juillet. L'an dernier, il a été publié fin septembre, début octobre. Cette année, nous sommes à la fin du mois d'octobre, il n'est toujours pas publié. On peut s'interroger un petit peu sur la façon dont la police des polices est dans l'incapacité d'offrir une transparence que l'IGGN, elle, respecte. Bref, nous demandons un transfert, comme depuis longtemps, de ces missions vers la défenseure des droits, une autorité administrative indépendante qui permettrait de pouvoir mieux avancer sur les dossiers. C'est mieux pour les plaignants et les plaignantes, qu'ils soient police ou population. Merci. L'avis du rapporteur. Alors, l'IGPN est bien évidemment, comme toutes les inspections générales, que ce soit celle des affaires sociales, de l'éducation nationale ou d'autres, rattachée au ministère qu'elle a la charge d'inspecter et sur lequel il peut être amené à enquêter, mais elle est clairement une instance dotée d'un très grand professionnalisme et qui agit vraiment en toute indépendance. Je ne saurais pas vous laisser dire qu'il n'y aurait pas de transparence ou d'indépendance. L'IGPN est en plus depuis peu présidée par une magistrate, ce qui me semble-t-il peut-être un gage supplémentaire d'indépendance. Le Conseil d'État, qui avait été saisi à l'occasion d'un recours contre un décret en mars 22, avait réaffirmé que l'indépendance des inspections générales était tout à fait garantie par les textes en vigueur. Donc je suis défavorable à cet amendement. Oui, Madame Regol. Non, si vous avez entendu que je dénonçais le manque de transparence ou l'organisation de cette institution, ce n'était pas ce que je voulais qu'on en comprenne. Ce que j'ai dit, c'est que ces rapports n'étaient pas rendus dans les temps et que ça pouvait interroger quand 2 ans d'enfilée, c'était le cas. Je me suis rendue à l'IGPN, j'ai travaillé avec eux, j'ai passé une journée en immersion. Je sais que ce sont des agents qui sont dédiés. Mais même des agents dédiés, quand ils n'ont pas le bon outil pour pouvoir faire leur travail de transparence, en sont réduits chaque année à rendre leur rapport de plus en plus tard. Et donc peut-être que leur donner l'indépendance supplémentaire pour améliorer leur travail, ou en tout cas lui donner toute sa plénitude, n'est pas une demande déplacée, Madame la rapporteure. Je crois que le sujet dépasse le cadre de l'examen de crédits budgétaires. Maintenant, je m'engage à faire écho dans mon rapport spécial au sujet du retard que vous évoquez, quand je l'aurai tout à fait moi-même personnellement constaté également. Mais je crois qu'on est, par un amendement crédit budgétaire, un peu à côté du sujet. Avis défavorable. S'il vous plaît. Non, on passe au vote. 1233, qui est pour? Qui est contre? Ok, rejeté, même vote le suivant. Ok, 390, Mme Regol. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, on passe à la question des sapeurs-pompiers et en particulier à l'acquisition des camions-citernes feux de forêt. En effet, depuis quelques années, leur nombre diminue, alors même que le risque de feu ne fait que s'accroître. Nous proposons donc d'être un peu plus logique dans les moyens alloués à nos services d'incendie et de secours pour sauver des vies, pour intervenir. Et c'est la teneur de cet amendement qui propose d'augmenter l'enveloppe dédiée au pacte capacitaire pour financer l'acquisition de 800 camions supplémentaires en 2025. Le 2614, Mme Pantel. Oui, donc merci Madame la députée. Votre amendement concerne les camions-citernes feux de forêt, donc qui ont été au cœur de la démarche des pactes capacitaires. Et je le rappelle, c'est 150 millions qui
ont été ouverts en autorisation de programme. C'est 101 conventions qui ont été signées avec les SDIS et ça représentera un objectif cible un peu plus de 1100 camions lorsqu'ils arriveront, puisqu'il y a des délais avec les constructeurs. Moi, j'ai une interrogation, nous avons une interrogation avec mon collègue Damien Maudet sur le montant que vous proposez de 224 millions d'euros. Et il nous paraît en fait plus équilibré de pouvoir lisser l'effort dans le temps, de manière à ne pas empiéter sur d'autres investissements qui sont aussi importants, qu'il nous faudrait pouvoir soit soutenir, soit pouvoir remettre au sein du BOP 161. Donc ce qu'on vous propose, c'est plutôt de soutenir le nôtre, qui prévoit en fait une augmentation de 15 millions d'euros, qui est un peu un amendement d'appel pour dire qu'il faut une suite au pacte capacitaire, donc 1/10 de ce qui avait été fait. Nous, on propose une orientation sur la lutte contre les inondations, en particulier des grosses pompes, puisqu'on a vu récemment que ça manquait. Mais en tout cas, on renvoie à la discussion qui va avoir lieu avec tous les acteurs de la sécurité civile dans le cadre du Beauvau. Donc notre position, c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Je vais passer la parole à M. Cazeneuve. J'ai juste une question à vous poser au rapporteur. On a voté l'an dernier après, alors un printemps de l'évaluation, on avait évoqué la question de l'équipement des départements qui autrefois n'étaient pas soumis aux incendies mais qui maintenant le sont. On avait voté un budget, alors je crois que c'est, j'ai plus la mémoire, qui est proposé par M. Darmanin. Je voulais savoir si vous aviez eu, est-ce que le décret est passé, est-ce que ça a été appliqué, est-ce que là-dessus vous avez des informations? Oui. En fait, il s'agit justement de ce pacte capacitaire et des 150 millions. Et on a eu la liste de la répartition entre les différents SDIS. Et donc, des SDIS qui ne sont pas encore forcément confrontés au feu ont pu également bénéficier en fait, de ces investissements. D'accord, ok, merci. Monsieur Cazeneuve. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas vous laisser, chers collègues, dire que les moyens capacitaires ont baissé. Ça n'est objectivement pas vrai, comme le rapporteur l'a rappelé. Je passe par l'objet de l'amendement. Comme le rapporteur l'a souligné, d'ailleurs, les moyens ont fortement augmenté. Dans mon département du Gers, les services d'incendie ont salué l'effort spécifique qui a été fait par l'État, parce que, bien évidemment, nous sommes en soutien de ce service qui est absolument essentiel pour nos territoires. Alors peut-être qu'il faut en rajouter, mais on ne peut pas dire que les moyens ont baissé. Comme j'ai fait l'erreur de ne pas donner la parole au Rassemblement national, Monsieur Rancoul, à qui je souhaite la bienvenue, est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre amendement? Merci Monsieur le Président. Donc cet amendement vise à augmenter effectivement de 2,5 millions d'euros le budget pour le pacte capacitaire. Donc je vais rebondir sur les deux amendements qui ont été présentés précédemment. Madame Rigol, j'avais fait déjà la remarque en commission des lois, mais je pense que le budget est largement surestimé. Déjà parce que, le pacte capacitaire, l'État n'a pas vocation à remplacer, je pense, la mission des SDIS, à équiper donc, nos services d'incendie et de secours de camions-citernes feux de forêt. Le pacte capacitaire permet de réajuster en fonction des régions et des risques, peut-être justement d'avoir une stratégie globale, nationale sur cet équipement. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier de perdre de vue que ce sont les SDIS qui doivent équiper nos sapeurs-pompiers en véhicules notamment. Nous soutiendrons l'amendement numéro 2614 pour 14 millions d'euros pour le pacte capacitaire. Notre amendement va dans ce sens, donc nous voterons ces deux amendements. Je vous remercie. Merci. Madame Rogol. Oui, alors comme il y avait une proposition de Madame la rapporteure, j'y réponds. J'apporte juste quelques éléments pour éclairer la discussion. Un de ces camions, c'est dans les 280 000 euros pièces. Donc quelques camions, quelques milliers de camions, ça fait forcément une grosse enveloppe à sortir. Et certes, la gestion est départementale, mais en fait, ces camions, il faut énormément d'argent pour les faire circuler. Je veux parler du fuel. Il faut chauffer les hangars pendant l'hiver pour que les liquides qui sont contenus dedans ne frisent pas, ne gèlent pas. Ce sont des frais qui sont constants et en constante augmentation pour les pompiers. De plus, leurs interventions se sont démultipliées. Donc, évidemment,
évidemment que nous n'allons pas racheter l'ensemble du matériel, mais je suis au regret de vous dire, même si je vais accepter de retirer mon amendement, Madame la rapporteure, que l'amendement que vous portez, c'est une goutte d'eau par rapport à ce à quoi ont affaire nos services d'incendie et de secours, sachant que dans le même temps, il y a toujours le refus d'acheter des pompes pour agir dans les cas des inondations, qu'on n'a toujours pas les moyens aériens qui ont été promis depuis 2 ans maintenant et qui sont dans la LOPMI. Et je vais m'arrêter à ces 2 exemples pour dire que vraiment c'est une goutte d'eau. Merci. Dépassons pas la minute en relance, s'il vous plaît. Non, je veux quand même répondre. Le coût des CCF, je les connais bien. J'ai été présidente de SDIS pendant des années, donc 280 000 euros, je sais. Et dans le cadre du pacte capacitaire, on nous a imposé du matériel, puisque les pactes capacitaires, ces camions ont vocation à pouvoir partir en gifle, en colonne de renfort. Donc il fallait qu'il y ait une harmonisation dans les matériels. Donc OK pour ça. Quand vous dites que ce qu'on propose est insuffisant, à un moment donné, on a une enveloppe globale. Il faut qu'on puisse répondre à tous les investissements qui sont nécessaires sur une année. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut travailler avec les acteurs de la sécurité civile. On va avoir le Beauvau. Ce qu'on dit simplement, c'est que ce premier pacte capacitaire, c'était une bonne chose, même si on a tous vu l'augmentation des prix, notamment lorsque sur les commandes. Enfin, il y a un certain nombre de choses dont il faudra tirer les leçons pour le prochain pacte capacitaire, mais globalement, c'était une bonne chose. Ça a permis globalement d'augmenter de 20-25% les programmes. Non, je veux juste finir après. Vous verrez, j'irai vite. Les programmes pluriannuels d'investissement. Donc pour les SDIS. Nous, notre amendement, c'est un amendement d'appel et on renvoie au Beauvau et on dit oui, il va falloir orienter vers la lutte et la prévention des inondations. Je pense que l'idée a été transmise. Merci. 390 qui est pour, qui est contre, rejeté. 2614 qui est pour. Qui est contre? Adopté. 661 qui est pour. Ah, il est satisfait, votre amendement. Le 2532, Madame Pantel. Chers collègues, je sais que c'est des sujets passionnants, mais il faut qu'on raccourcisse un peu. Oui. Alors, pour aller vite, parce qu'il y a plusieurs rapports qui concernent en fait les moyens héliportés. Donc, je vous fais une présentation là et après, comme ça ira beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on a 23 avions, 37 hélicos. On s'est rendu compte, notamment au cours des saisons feu, en fait, qu'on avait des journées parfois où il y avait 4 hélicos qui étaient en capacité en fait, de pouvoir voler sur le 12. Parce que c'est une flotte qui est vieillissante, on a eu des accidents, il y a des problèmes de maintenance, etc. Pour pouvoir compenser, l'État a décidé en fait, de louer des appareils. Il faut que vous sachiez que sur la moyenne des années précédentes, on était à peu près à 7 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 30 millions d'euros. Donc, on voit qu'on est quand même au bout, là aussi, d'un processus. Dans la LOPMI, il était prévu le renouvellement de la flotte hélico EC-145 par les nouveaux H-145 et l'acquisition de bombardiers d'eau, les fameux Canadair, donc les DHC 515. Nous avons beaucoup d'inquiétudes et des doutes sur la capacité en fait, du constructeur, qui est Havilland au Canada, de pouvoir fournir ces équipements à la France, en lien notamment aux méga-feux, enfin, aux besoins sur le continent américain. Et donc, on se pose beaucoup de questions sur leur capacité. Et puis, il faut savoir que cette année, ont été quand même annulés 52,8 millions d'euros dans le cadre des décrets d'annulation. Ça veut dire qu'on a retardé la commande des 2 appareils qui devaient être faits. Il y a un contrat global de 14. Les 2 seuls qui étaient signés, on a annulé les crédits. Voilà, ce qui est pour nous préjudiciable. Et au-delà en fait, de ces annulations de crédits, nous nous posons la question de la souveraineté industrielle de la France sur ces moyens héliportés. Il y a 3 projets, j'en termine par là, vous verrez, je serai rapide. Il y a 3 projets qui sont ou français ou européens sur lesquels il faut avoir vraiment une attention particulière parce que ça pourrait permettre de répondre à nos besoins dans les années futures. Merci. Alors, du coup, vous avez présenté lesquels, Mme Pantel? En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs amendements sur les moyens héliportés, ça permettra d'aller vite. Donc, en gros, le 2532, oui. C'est l'annulation. En fait, on vient annuler les 52,8 millions qui ont été annulés dans le décret. Voilà.
Bon, ok. Essayez de faire le plus vite possible. 660, Monsieur Rancoul. Monsieur Rancoul, votre micro, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement va dans le sens de l'amendement de Madame la rapporteure, effectivement. Donc on rajoute 50 millions d'euros pour la commande d'avions bombardiers d'eau. Il y a un vrai sujet sur la question, vous l'avez évoqué, Madame la rapporteure. Je rappelle quand même que le Président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé en 2022, s'était engagé pour qu'en 2027, notre flotte soit totalement renouvelée et qu'on passe de 12 à 16 appareils. Nous n'atteindrons jamais cet objectif, il faut quand même le rappeler. Et on voit même qu'aujourd'hui, dans le budget qui nous est présenté aujourd'hui, on décommande 2 appareils sur les 4 qui étaient commandés initialement. Donc notre amendement vise à rajouter la commande d'un avion bombardier d'eau. Je vous remercie. Donc nous soutiendrons les 2 amendements. Merci. S'il vous plaît, rapidement. On souhaite un retrait de votre amendement. En fait, il y en avait 2 de commandés sur les 14, pas 4. Et on vous propose de soutenir notre amendement, le 2532, qui correspond exactement à la somme qui avait été annulée. Bon. Ok, merci. 2532, qui est pour? Qui est contre? Rejeté, 10-10. Le 389. Très rapidement, dans la même veine, c'est un amendement pour renforcer et diversifier les moyens aériens. Je rappelle juste qu'on a tendance beaucoup, et ce budget pousse encore à ça, à aller vers de la location de matériel au lieu d'investir dans du matériel. Donc cette série d'amendements va dans ce sens. C'était avis favorable de notre part. Qui est pour, même vote? Ok, rejet aussi alors. 2551. Alors là, on vous propose en fait de lancer un plan pluriannuel d'investissement concernant des hélicoptères lourds bombardiers d'eau de type Super Puma. Et on vous propose de prévoir sur 2025 50 millions d'euros, et de manière à pouvoir réduire en fait les locations, le coût des locations qui sont effectuées chaque année pour compenser le manque de moyens héliportés. Merci. 386. C'est un amendement qui va dans le même sens, donc on va dire défendu. Merci. Madame les rapporteurs. C'était avis favorable aussi. Merci. Mais aux voix du 25-51, même vote. Ok, rejeté. 386 aussi. Le 387, Mme Rogol. C'est toi qui l'as? Ah, pardon. Merci. Alors, on change un peu de sujet. Ce sont sur les dispositifs d'accompagnement psy pour les pompiers. Ils dépendent largement d'initiatives individuelles, ce qu'ils ont à couvrir. Les choses qu'ils et elles voient font que, il y a des besoins croissants en aide psy. Donc, certains SDIS font un travail remarquable en la matière. Je rappelais déjà en commission, mais je vais le refaire ici, le SDIS de l'Orne qui a créé à l'été 2022 une unité de soutien psychologique compétente pour prendre en charge les chocs émotionnels, etc. etc. Bref, ce n'est pas égalitaire à travers les territoires. On propose donc de remédier à ces disparités en donnant des moyens. Cet amendement a été voté en commission des lois. J'espère qu'il le sera également en commission des finances. Excusez-moi. Pardon. 2537, Monsieur Maudet. Alors en même temps, je vais donner mon avis du coup sur les amendements précédents. Pour le 243, tout comme le 387, ce que pointe Madame la députée est effectivement essentiel, mais à travers le 2537, on a décidé de préciser la somme. Ainsi, j'invite pour le 243 et le 387 à des retraits pour un vote sur le 2537 proposé par ma co-rapportrice et moi-même. Vous les maintenez? Alors, ce ne sont vraiment pas les mêmes budgets, mais pour accélérer les choses, je vais accepter. 2537, qui est pour? Qui est contre?
Rejeté. 392, Madame Rogol. Oui, je crois que c'est 391. Ah non, pardon, 392. Eh bien, alors on en revient au risque inondation. C'est donc un amendement qui propose de nous doter des moyens qui sont demandés. Je pense notamment à ces pompes qui permettent de sortir un peu l'eau et qui ont énormément manqué lors des inondations dans le nord de la France. C'est un investissement qui est vital. Je ne vais pas rappeler encore une fois ce qui se passe aujourd'hui à Valence et qui pourrait arriver demain. On ne peut pas d'un côté raboter les budgets pour la transition climatique et donc protéger la population, enfin arrêter de protéger la population, pardon, en ne finançant pas les investissements nécessaires, et de l'autre en plus ne pas doter nos pompiers qui sont le dernier maillon et le dernier rempart et qui subissent ça au quotidien de moyens adéquats. Alors, avis des rapporteurs, donc c'était une demande de retrait puisque votre demande est satisfaite dans le cadre de notre amendement 2614 qui a été adopté. Merci. Puisqu'on passe au vote, qui est pour le vôtre 392. Madame Rogol. Ben, on est au 392 là. Qui est contre? Rejeté. 391. Merci, Monsieur le Président. Donc là, on va rester sur la santé des sapeurs-pompiers qui sont exposés à de nombreuses substances toxiques. On a relevé des maladies particulières et une accélération des maladies, typiquement des cancers. On a besoin d'équipements qui les protègent mieux. Ce ne sera même pas encore assez puisque les toxiques auxquels ils et elles sont confrontés sont importants. Je vous invite donc à voter cet amendement. Ok. Rapporteur. Alors, à la fois, c'est un amendement qui propose une hausse de crédit de 30 millions d'euros, mais sur un vrai sujet. Donc, on s'en remet à la sagesse de la Commission. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Le 393. Et j'aurais dû les défendre en même temps. Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Là, dans ce cas-là, on s'intéresse particulièrement à la question des PFAS. Vous savez, ces fameux polluants éternels. C'est pas un repli, non? Non? Ce n'est pas vraiment un repli parce que ce sont deux choses différentes. Ce sont l'exposition à tous les toxiques, d'une part, par du matériel dans lequel on investit. Dans la lutte contre les PFAS, il y a aussi les retardants qui en contiennent, en tout cas en France. Ce n'est pas le cas chez nos voisins allemands. Et donc, évidemment, pour le SDIS 67, un travail a été fait pour sortir le SDIS de l'usage des PFAS pour les retardants de feu. C'est une initiative locale qui pourrait se multiplier partout, et je sais que d'autres SDIS sont déjà dessus. Il serait bien donc d'accompagner nos services d'incendie et de secours dans ce changement qui protège à la fois leur santé et la nôtre. Alors, même avis des rapporteurs, sagesse, même si là, on est vraiment sur un vrai sujet avec les polluants éternels. Monsieur Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Alors, autant l'amendement précédent qui consistait à investir sur les équipements de protection individuelle, je trouvais ça pertinent parce qu'il y a une vraie, il n'y a pas d'uniformisation au niveau national et on a des SDIS qui n'ont pas les moyens de renouveler les tenues, alors qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent de mieux filtrer, de mieux protéger nos sapeurs-pompiers. Autant celui-ci sur du consommable, notamment sur les émulseurs, c'est du matériel qui se renouvelle quasiment chaque année parce qu'il y a des péremptions et parce qu'il y a une utilisation. Et je pense qu'il ne faut pas mettre le doigt dedans en disant que c'est à l'État de fournir ce matériel-là, ce petit consommable, et que c'est plus aux SDIS, à mon avis, aujourd'hui, au fur et à mesure de se renouveler et d'acheter du matériel qui n'est pas polluant. Merci. Passons au vote. Qui est pour? Qui est pour? Allez.
Qui est contre? Adopté. On passe au PC, enfin au PC, pardon, GDR 564. Merci. Et le 566. Pareil. Rapporteur. Favorable pour le 566 et sagesse ou retrait pour le 564. Vous tirez le 564 ou vous le laissez? Ouais. Donc on vote sur le 566 qui est pour. Même vote, donc ça doit passer. Merci. Adopté. Le 659, Monsieur Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Alors tout à l'heure, on a évoqué les commandes de Canadair et les difficultés justement de se fournir auprès de notre fournisseur canadien qui a aujourd'hui le monopole sur le sujet. Donc cet amendement vise à investir au contraire dans les solutions françaises et européennes. Vous l'avez évoqué, Madame la rapporteure, justement. Aujourd'hui, le gouvernement, l'État n'investit pas dans ces solutions, alors qu'on a aujourd'hui deux solutions assez abouties, à la fois donc le projet Inaero qui est un avion amphibie, et on a le projet Kepler qui permet de modifier un avion déjà existant, un avion bombardier d'eau, et qui pourront aboutir à moyen long terme d'ici début des années 2030. Donc je pense qu'il est vraiment nécessaire d'investir sur le sujet, et je crois que c'est un sujet qui devrait être transpartisan. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Vous soulevez un sujet qui est important, hein, c'est celui de la recherche et qui permet aussi d'anticiper sur les moyens de lutte. Donc vous parlez d'Inaero qui est une des trois solutions, hein, en tout cas sur lequel il y a des travaux en ce moment. Nous, ce qu'on propose dans l'amendement suivant, en fait, c'est peut-être d'élargir ce qui concerne la recherche et l'innovation en matière de sécurité civile, pas uniquement sur la question des bombardiers d'eau, mais de pouvoir aller aussi sur la question des retardants, sur l'intelligence artificielle, sur bien d'autres sujets. Et donc, on vous propose de retirer le 659 au profit du 2534. Merci. Monsieur Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je pense qu'on a deux sujets qui sont vraiment complémentaires. Déjà, mon amendement est plus ambitieux, il est à 5 millions d'euros, sachant que rien que sur la solution Inaero, ils sont sur une levée de fonds aujourd'hui de 15 millions d'euros pour développer leur solution. Donc votre fonds d'1 million d'euros ne sera largement pas suffisant. Par contre, je pense que votre amendement est intéressant parce qu'il soulève un sujet qui est l'innovation sur la sécurité civile. Aujourd'hui, dans la sécurité civile, on n'a pas ce fonds existant. Ça pourrait être intéressant effectivement pour développer d'autres solutions. Mais 1 million d'euros aujourd'hui, c'est largement insuffisant. Par contre, je pense que l'initiative est assez intéressante et que ces deux amendements sont totalement complémentaires. Je vous remercie. Merci. On passe au vote. 659 qui est pour. Qui est contre. Rejeté. Le 2534 qui est pour. Qui est contre. Adopté. Le 2531, Monsieur Maudet. Oui, rapidement, il s'agit, quand on est allé voir la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ils nous ont expliqué qu'ils tenaient aujourd'hui leur budget parce qu'ils étaient en sous-effectif. Je pense que c'est une situation qui n'est pas acceptable. Ainsi, on propose aujourd'hui d'augmenter le budget de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Merci. Je plus sois. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Parce que c'est un corps à part, comme ceux de Marseille. C'est militaire. Enfin, là, je me permets, bon, c'est vrai qu'il faut leur permettre de passer l'année, mais on a quand même un sujet, c'est-à-dire qu'en fait, la nation paye 25% du fonctionnement de la BSPP. Alors, enfin, bon, il y a l'histoire hein, sur le fonctionnement, mais sur l'investissement, ça veut dire que ce sont les territoires qui financent la BSPP. Voilà. Alors, bon, on a le pacte capacitaire de l'autre côté, mais qui n'est pas à hauteur des montants. Donc, on a quand même un sujet sur lequel, en fait, il faudrait pouvoir échanger en prenant un peu de temps. 672, qu'on aura du temps. 672. Monsieur Rancoul, c'est vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à créer une campagne de prévention contre les incendies domestiques. Aujourd'hui, en France, on a entre 200 et 500 morts dus à des feux d'habitation, environ 10 000 blessés par an.
Et souvent, on pourrait, je pense, éviter des drames, notamment par de la prévention, par de la sensibilisation. Les citoyens ne sont pas suffisamment formés sur les gestes de prévention. Je pense, ne serait-ce qu'à un geste tout simple, mais mettre en place un défibrillateur. Un détecteur de fumée dans les habitations, c'est censé être obligatoire, mais ce n'est souvent pas respecté. Donc je pense qu'il faudrait une sensibilisation sur le sujet. Je vous remercie. On passe au vote. Non, le rapporteur, pardon. On va être défavorable, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. En fait, c'est pas du tout dans ce ministère-là qui s'occupe de la prévention, malgré le fait qu'il y a une action qui s'appelle prévention et gestion des risques. En fait, elle va pas du tout. C'est pas une action qui prévoit du tout ce type de prévention, et c'est plutôt sur des questions de veille, d'alerte et de solidarité nationale avec les colonnes de renfort. En fait, il y avait un petit piège, je pense, dans ce qui était rédigé. Du coup, c'est pas le bon ministère. Pardon. Je sais pas si j'étais très clair. Allez, on vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 287 RN. Défendu. Merci. 2535, Madame Pantel. Enfin, sur le 287, nous, on était défavorables. Hein. Non, mais c'est commun, donc je vous demanderai après. D'accord. Là, vous défendez votre amendement. Alors, ok. D'accord, merci, cher. D'accord. Alors, nous, alors, attendez. Donc, cet amendement, il vise à augmenter la subvention de l'État à l'ANSC. Au départ, c'était un projet qui était évalué à 237 millions d'euros, qui passe à 300 millions d'euros. Il y a un certain nombre de SDIS qui ne sont pas engagés dans la démarche. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas rapidement à donner les moyens pour rentrer dans une phase de mise en œuvre rapide, en fait, chaque année de retard va générer entre 4 et 6 millions d'euros supplémentaires. Alors, aujourd'hui, les professionnels nous disent que c'est un bon outil. Pour autant, il y a des demandes quand même fortes sur une remise en cause un peu de la gouvernance pour mieux associer les SDIS et puis surtout de pouvoir permettre aux SDIS et par voie indirecte au département d'être en capacité d'assumer les charges à la fois d'investissement mais surtout après de fonctionnement. Ok. Et Monsieur Rancoul, 658. Excusez-moi, Monsieur Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement a le même objectif, donc d'allouer 3 millions d'euros cette fois-ci pour la NSC, dans l'objectif d'accélérer le développement de Nexis 1812. Je voudrais cependant souligner quand même une aberration, c'est qu'on a créé 3 agences aujourd'hui pour développer des projets quand même qui sont complémentaires, voire même doublons. Vous avez la NSC aujourd'hui qui développe un logiciel pour les sapeurs-pompiers. Vous avez une autre agence pour le SAMU qui développe son propre logiciel, alors qu'on pourrait mutualiser les moyens, je pense, dans l'objectif de faire des plateformes communes et rationaliser les coûts. Et puis vous avez ACMOS aussi, qui est une autre agence qui développe aujourd'hui le RRF, alors que c'est quand même complémentaire au logiciel utilisé. Donc on pourrait faire des économies substantielles et peut-être justement le rediriger sur l'objectif principal qui est de développer et d'accélérer le développement de cette application en Nexis 112. Les rapporteurs, rapidement s'il vous plaît. Alors sur le constat que vous faites, nous l'avons fait également et c'est la raison pour laquelle à la fin on demande un rapport d'étude. Ok, merci. 25-35 qui est pour? Qui est contre? Adopté. Du coup, le vôtre est satisfait, Monsieur Rancourt? Merci. Le 1837, Monsieur Rancourt, c'est à vous. Oui, donc cet amendement vise à acquérir des seringues, des stylos auto-injecteurs d'adrénaline. Depuis la loi Matras, les sapeurs-pompiers sont autorisés à avoir et à utiliser ces moyens. Or, les SDIS aujourd'hui n'ont pas les moyens de s'équiper. Très peu de SDIS aujourd'hui en sont équipés et n'ont même pas pu former leurs sapeurs-pompiers à l'utilisation de ces moyens. Donc il faut, je pense, un signal fort de l'État pour que nos SDIS soient équipés convenablement et que cette loi Matras puisse s'appliquer dans cette disposition. Je vous remercie. Ok, les rapporteurs.
Alors c'était un avis défavorable parce que même s'il est exact, donc la nomenclature permettant des actes de soins pour les sapeurs-pompiers a évolué, pour nous en fait ça doit quand même rester dans le cadre des 3 SM, en tout cas des sous-directions de santé et des PUI, et dans le cadre des investissements qui sont prévus par les SDIS. Et de prévoir évidemment la formation en amont qui permette aux sapeurs-pompiers de pouvoir aller vers ces actes. Monsieur Rancoul, pardon. Merci, Monsieur le Président. Et écoutez, Madame la rapporteure, je pense qu'on sera d'accord pour dire que les moyens des SDIS, eux, n'ont pas augmenté depuis la loi Matras. Donc on leur donne des compétences supplémentaires, on leur rajoute des coûts supplémentaires, à la fois des coûts de formation et d'équipement. Et à côté de ça, quelle est la réponse de l'État à côté de ça? C'est bien, on légifère, mais est-ce qu'on donne les moyens à nos SDIS de s'équiper? Ben non, la réponse est non. Donc je pense que ça, encore une fois, je pense qu'il faut preuve d'intelligence sur ces débats-là et qu'on puisse travailler en bon sens sur ces questions-là. Là, vous donnez un avis, je pense que c'est plus parce que c'est un amendement du Rassemblement national que sur le fond de l'amendement. Je pense qu'on est d'accord sur le fond, mais que vous donnez un avis défavorable uniquement par sectarisme. Merci. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 25-30, Madame Pontel. Alors, il s'agit d'un amendement qui est plus un amendement d'appel qui vise à créer un fonds national de soutien au volontariat des sapeurs-pompiers. Donc, comme l'a rappelé Damien Maudet tout à l'heure, c'est plus de 80%. On a même des SDIS qui arment uniquement avec des sapeurs-pompiers volontaires dans les centres d'incendie et de secours, avec un volontariat qui est aujourd'hui menacé, avec une perte de sens au niveau de l'engagement, notamment avec des hausses d'intervention de secours à personnes liées à des carences ou à du médico-social. Ils font face aussi à la défaillance du système de santé. Et puis, on a toujours cette directive européenne qui plane au-dessus de nos têtes, même s'il y a un travail qui est mené aujourd'hui pour définir la notion en fait d'engagement, de volontariat au niveau de l'Union européenne, avec notamment l'ancien président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le contrôleur général à Lyon. Voilà, donc on vous propose la création d'un fonds national de soutien au volontariat pour vraiment essayer d'impulser des financements de campagne nationale, de mettre en avant l'attractivité du volontariat et puis d'arriver à mieux mettre en avant les bonnes pratiques qui permettent voilà, de favoriser le volontariat sur les territoires. OK. 25-66, Monsieur Baudet. Dans le même sens, la Fédération dit qu'il nous faudra à peu près 50 000 volontaires supplémentaires d'ici 2027. Ça se fera que si on arrive à avoir des campagnes pour attirer autant de volontaires, d'autant plus qu'aujourd'hui, le gros manque de volontaires, c'est notamment en journée, puisque pour les soirées, souvent les SDIS arrivent à trouver les effectifs, mais la journée, avec les gens qui travaillent, c'est extrêmement compliqué. Les journées de semaine, vous avez raison, Monsieur le rapporteur général. Donc c'est pour ça qu'on a déposé ces amendements. OK, merci. 25-30, qui est pour? Qui est contre? « 14-14, rejeté. Le suivant, même vote. Le 25-33, Monsieur Maudet. Oui, alors le 25-33 et ça... pardon, attends. Si, le 29... Non, pardon, 29-78, excusez-moi. Oui, 29-78, alors il n'y avait pas de consensus entre nous deux, mais ma co-rapportrice m'a permis de le déposer tout de même. C'est un amendement d'appel en fait pour soutenir les sapeurs-pompiers professionnels et pourquoi pas aussi avoir une campagne de recrutement de sapeurs-pompiers pro, notamment dans certains secteurs. Moi, je pense chez moi, j'ai des territoires, des territoires entiers où en fait s'il n'y a pas de professionnels, ça va être très difficile aujourd'hui de pouvoir faire des interventions. Il faudrait à minima peut-être des fois 1 ou 2 professionnels sur certains secteurs. Je ne dis pas que les professionnels vont remplacer les volontaires, ce n'est pas du tout ça le sens, mais dans certains milieux, ça se justifie d'avoir 1 ou 2 professionnels sur un secteur entier. OK, Monsieur Rancoul.
Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je partage la volonté d'embaucher plus de sapeurs-pompiers professionnels, mais ce n'est pas à l'État de faire l'effort, c'est aux SDIS de faire les efforts. Et par contre, là où il y a une vraie question, encore une fois, c'est sur le financement des SDIS. C'est là qu'il faudrait repenser notre modèle, qui n'est aujourd'hui peut-être plus adapté. Et aujourd'hui, nos SDIS n'ont pas forcément les moyens de financer des embauches supplémentaires de sapeurs-pompiers professionnels. Vous parliez de campagne pour embaucher des sapeurs-pompiers professionnels. Je ne pense pas que la difficulté soit la ressource humaine, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont le concours. Des fois, vous avez énormément de personnes qui passent le concours, qui obtiennent le concours et qui n'ont pas de poste à l'issue. Donc je pense qu'aujourd'hui, la campagne de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels n'a pas forcément d'utilité. Le problème est bien plus profond sur le financement des SDIS qui est vraiment problématique. Allez, on passe au vote. 2978, qui est pour? Il y a une voix de plus. Qui est contre? « 14-14, rejeté. 25-33, Monsieur Maudet. Oui, alors le 25-33, ça va me permettre de répondre au 25-45, 657, 246 et 255. Il s'agit là donc d'une hausse des crédits pour les associations agréées de sécurité civile. Je le rappelle, certaines d'entre elles nous expliquent qu'aujourd'hui, de la part de l'État, elles ne touchent que 50 centimes ou 20 centimes par bénévole, ce qui est très très peu compte tenu de toutes les missions qu'elles effectuent. Notamment, on pourrait penser aux Jeux Olympiques encore cet été. Monsieur Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, cet amendement a le même objectif, d'augmenter le budget pour les ASC. Aujourd'hui, la quinzaine d'associations agréées sécurité civile reçoit une enveloppe de 160 000 € à diviser donc en 14 ou 15. Faites le calcul, on dirait une subvention municipale, ce qui n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. On a été bien content, encore une fois, de trouver les associations, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques. Ils occupent des missions chaque année, que ce soit pour surveiller nos événements ou former la population. Je pense qu'on peut faire l'effort, effectivement, d'augmenter leur enveloppe, bien plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Merci. Le 246, c'est aussi vous. C'est bon, c'est défendu. OK. Les rapporteurs. 255, c'est qui? Ah, c'est les filles. D'accord, retrait, OK. OK, parfait. À vous. D'accord, alors on y va. 225-33, je suppose que c'est le même vote qu'il y a 2 secondes. D'accord. Ah, OK. Ah non, mais très bien, ça me va, monsieur le rapporteur. Qui est contre? Adopté. OK. Du coup, les autres sont satisfaits. Ils tombent. Donc, on va passer maintenant aux explications de vote. Alors, pour info, on a adopté les amendements 13-25, 26-14, 391, 393, 566, 25-34, 25-31, 25-35, 25-33 et 25-33. Voilà. Ça s'est accéléré sur sécurité civile. Les rapporteurs, vous pouvez donner votre position. D'abord, Madame Le Gris. Je ne sais pas, à vous de voir. Oui. Bah, vous pouvez le donner chacun à votre tour, mais le tout, c'est d'aller vite, quoi. Écoutez, moi, je pense que ce budget, il n'est pas totalement satisfaisant, puisque au moment où on a le plus de besoins avec une augmentation des risques, et notamment en lien avec la transition écologique, on nous propose une baisse. Mais pour autant, là, on a quelques amendements, pacte capacitaire sur la recherche ou sur le soutien aux associations de sécurité civile agréées qui ont pu être satisfaits. Donc moi, j'émettrai un vote positif. De mon côté, du coup, je pense qu'on a obtenu beaucoup de victoires sur l'aspect sécurité civile qui sont essentielles. En revanche, et notamment en accord avec mon groupe politique, pour ce qui est de la partie sécurité police, on pense qu'il y a encore beaucoup de sujets à revoir, donc on ne pourra pas voter le budget en l'état. Oui, je sais. Madame
pouvez donner votre position? Parce qu'après, il y a un vote, donc je propose qu'on aille vite pour aller voter. Sur cette mission-ci, oui. Oui. Oui, je suis favorable à ce que nous votions ce Ok. budget. RN. RN. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, sur la mission sécurité dans son ensemble, on ne peut pas être satisfait aujourd'hui, les engagements ne sont pas tenus. Pour ce qui est de la sécurité civile, ce qui est un peu plus mon domaine, effectivement, je pense qu'on a pu avancer sur certains dossiers. Je regrette quand même que des amendements de chez nous ont été rejetés par sectarisme, alors que ça allait dans le bon sens et qu'on pourrait, on pourrait se retrouver. Monsieur le rapporteur, vous avez déposé des amendements identiques à ce que j'ai déposé en loi, que vous n'avez pas déposé, donc vous avez trouvé des bonnes idées chez nous, visiblement. Je pense qu'on aurait pu travailler ensemble sur les ASC notamment. Vous avez déposé un amendement que vous n'aviez pas déposé en commission des lois. Merci. À 500 000 €. Donc je pense que sur les questions de sécurité civile, on pourrait travailler intelligemment et de façon transpartisane. Merci. Ensemble pour la République. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais saluer les crédits de la mission sécurité qui respectent les engagements qui ont été pris par les ministres Darmanin et Lecornu, en particulier dans les lois de programmation. Donc on voit bien qu'on augmente de manière très significative les moyens de manière générale. Ça se traduit sur le terrain, que ce soit pour la police, pour la gendarmerie, et également pour les pompiers. On a parlé beaucoup du pack sécuritaire. Je crois qu'on fait beaucoup mieux que ce qui avait été fait dans la majorité précédente, qui ont baissé les moyens de la police et de la gendarmerie. Et on n'est évidemment pas dans la stigmatisation des forces de l'ordre, comme le font un certain nombre de responsables politiques. Il y a des mesures qui changent un peu le texte initial, mais globalement, nous voterons évidemment l'augmentation significative de ces moyens. Et les filles? Merci, Monsieur le Président. Je profite de ce vote pour saluer le travail des agents de la police et de la gendarmerie. Donc, dans le document de 200 pages qui nous est soumis et qui détaille comment serait dépensé ce budget sur l'année 2025 et les objectifs qui sont poursuivis, il y a plusieurs choses qui nous gênent. Le mot ordre apparaît 103 fois, le mot désescalade apparaît 1 fois et les mots paix et état de droit apparaissent 0 fois. Aucune information n'est donnée sur le nombre d'heures de formation initiale consacrées à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le module existe pour les policiers et les gendarmes, mais il est insuffisant, il ne fait pas partie de l'évaluation de l'examen final. Et mon amendement pour renforcer cette formation et pour la rendre obligatoire en matière de formation continue a été rejeté, tout comme notre amendement pour former les policiers à la lutte contre le racisme et les discriminations. Ensuite, le budget consacré à l'achat d'armes mutilantes, LBD, grenades, tasers, etc., reste bien trop conséquent et n'est pas transparent, puisque contrairement à l'année dernière, les détails dans le bleu budgétaire sont insuffisants. De manière extrêmement surprenante, le budget qui est également alloué à la prévention des suicides, qui sont toujours trop nombreux chez les policiers, est en baisse pour l'année 2025. Enfin, si on regarde en détail le budget, il y a une suppression inédite de personnel pour la police judiciaire. C'est plus de suppression de 5000 postes pour l'année 2025. Donc malgré nos différentes victoires sur le budget sécurité civile, comme l'a souligné mon collègue Damien Maudet, nous ne pourrons pas voter ce budget. Le groupe socialiste. Compte tenu des amendements qui ont été adoptés au cours de cette séance, notamment sur la partie sécurité civile, mais en même temps des sujets qui restent à traiter, le groupe socialiste s'abstiendra sur ce vote. Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, nous soutiendrons ce budget qui permet de conforter les engagements pris dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, sur lequel le groupe de la droite républicaine avait été particulièrement partie prenante. Or, nous défendons la police, la gendarmerie. Je voudrais dire à notre collègue que si le mot ordre apparaît souvent dans le bleu budgétaire, c'est parce que la police et la gendarmerie sont les forces de l'ordre. Enfin, un peu de sémantique. Enfin, on a une sémantique un peu différente, Monsieur le Président, mais ça ne vous étonnera ni vous ni moi. Lors de l'examen quand même de ce budget, lors de cette commission, il y a quand même 512 millions d'euros qui ont été dépensés en plus. Et moi, je regrette quand même parfois des estimations au doigt mouillé. On l'a vu, certains groupes qui proposent des choses, et après on avait les rapporteurs qui proposaient la même chose, mais avec une estimation beaucoup plus précise et surtout beaucoup plus basse que l'estimation initiale. Donc moi, je salue le travail d'exactitude des trois rapporteurs. Je les remercie pour leurs explications apportées tout au long des amendements, même si je sais qu'ils viennent de groupes très différents les uns des autres. Le groupe de la droite républicaine votera en faveur de ce budget sécurité. Pardon. Ok, merci. Le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Sur les missions sécurité, police, gendarmerie, on constate qu'il n'y a toujours pas d'effort fait en matière de formation, alors que c'est revenu
à de multiples reprises que le budget de la mission police judiciaire continue à s'effondrer, que rien n'est fait dans la lutte contre les suicides et ainsi de suite. Donc toutes les propositions d'amélioration que nous avons proposées, je vais faire nous général, sont restées lettres mortes. Sur les pompiers, nous avons sur la sécurité civile, pardon, nous avons quelques petites évolutions, mais rien qui ne soit à la hauteur de l'enjeu actuel. J'entends les rapporteurs lorsqu'ils expliquent qu'il n'y a pas les moyens de faire plus aujourd'hui, et c'est bien ce que je dénonce. Le coût de l'inaction coûte beaucoup plus cher que l'action. Bref, le groupe écologiste et social ne pourra pas soutenir ce budget. Merci. Les démocrates. Oui, merci. Tout d'abord, je voulais remercier les rapporteurs pour leur travail. Je crois que l'on peut être satisfait à la fois des budgets précédents qui étaient en augmentation, et ce soir, avec ces crédits adoptés, nous voterons en faveur de ce budget. Merci. Groupe Lyot. Groupe Lyot. Il faut accélérer, parce qu'il y a des gens qui veulent aller voter. Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Félicie. Groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le budget de la mission sécurité tel que présenté par le gouvernement pour 2025 traduit un engagement fort du gouvernement en faveur de la sécurité des Français. Dans un contexte de contraintes budgétaires, une augmentation de plus de 3% en crédit paiement montre la priorité accordée à la protection des citoyens. Nous saluons d'ailleurs le travail des forces de l'ordre, dont l'efficacité a été démontrée encore récemment lors des Jeux olympiques. La sécurité est une des priorités de nos concitoyens et nous ne pouvons que la partager. Les crédits votés en commission cet après-midi nous semblent justifiés pour répondre efficacement aux besoins de la sécurité de nos concitoyens. Le groupe Horizon et Indépendant votera pour. Merci. Le groupe Lyot. Notre groupe avait voté en faveur de la loi de programmation et donc nous voterons ces crédits. Tout en disant que sur la sécurité civile, et notamment les SDIS, il y a un vrai problème de financement. Voilà. Mais donc, nous voterons en faveur de ces crédits. Le groupe GDR n'est pas là, groupe Union des droites non plus. On met aux voix le crédit qui est pour. Qui est contre. Adopté. On continue. Les collègues qui veulent aller voter, évidemment, peuvent aller le faire. Les amendements à l'étagère. On continue sur les amendements additionnels. Le 1431, Monsieur Maudet. D'accord. Le 1380, Monsieur Maudet. Non, ça c'est pour moi. Pardon, Monsieur le Président. Bah oui, mais il faut bien le présenter. D'accord. Oui. Madame la rapporteure. Bon, alors je vais être rapide, défavorable. Ok. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? 2, 3, 4, 5, 6. Rejeté. 1479. 1479, Monsieur Maudet. Merci. Madame la rapporteure. Défavorable. Même vote rejeté. 2344, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Oui, je propose de renouveler les indicateurs de performance de manière plus pertinente sur le sujet essentiel, ça a été longuement débattu, de la formation, et donc d'avoir 3 indicateurs. 1, nombre d'officiers de police judiciaire. 2, nombre d'agents étant à jour de leurs obligations de formation aux techniques de sécurité en intervention. On voit que c'est un sujet très sensible, la formation au TSI. Et enfin, 3e indicateur, nombre d'agents étant à jour de leurs obligations en matière d'entraînement au tir. Tout cela rapporté au nombre d'actifs, bien sûr, soumis à ces obligations. Ce sont des indicateurs de performance qui me semblent beaucoup plus pertinents pour appréhender au mieux les nécessités de la formation. Continue. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Groupe socialiste pour le 208. Oui, c'est. C'est donc un amendement qui propose de rajouter un critère sur l'évolution du nombre de procédures moyennes par agent pour connaître un peu mieux les activités des agents et mesurer ensuite de façon plus précise les modalités d'allocation des effectifs dans la police qui aujourd'hui ne prennent pas suffisamment en compte le niveau d'activité.
Allez-y, allez-y. Oui, c'est un sujet intéressant que vous pointez là, qui a été soulevé à plusieurs reprises par la Cour des comptes, encore tout récemment. Alors, la DGPN nous dit qu'elle travaille beaucoup sur des priorisations, etc., notamment pour l'affectation des assistants d'enquête qui sont supposés venir considérablement aider à résorber le stock, si je puis dire, de procédures judiciaires. Bref, je donnerai un avis de sagesse sur cet amendement. Ok, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On va essayer d'aller très vite sur l'après l'article 64, 23-43, Mme Le Grip. Si vous pouvez juste nous dire le thème, s'il vous plaît. Le thème, c'est d'avoir un changement concernant le calcul du ratio de 6%. S'agissant des obligations d'inclusion de personnel en situation de handicap dans les personnels de la police nationale. Parce que force est de constater que, compte tenu de certains prérequis physiques forts pour toute une série de personnels actifs de la police nationale, il est difficile à la police nationale d'arriver à ce ratio des 6%. De ce point de vue-là, il y a une pénalité forte. Chaque année, c'est 30 millions d'euros qui s'attachent à cette pénalité. Donc, je propose, alors c'est un amendement rapport, mais de voir comment on peut faire évoluer ce ratio pour diminuer le montant de l'amende et ainsi dégager des ressources pour financer l'action sociale du ministère de l'Intérieur. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Adopté. Le 247, LFI. Défendu, Mme Le Grip. Défavorable, ça ne concerne pas ce budget en plus. Qui est contre? Rejeté. 15-16, les filles. Madame Le Grip. Défavorable. Défavorable. Merci. Il y aura toute Même une vote. série d'indicateurs dans mon rapport. Même vote. 23-45, Madame Le Grip. Rapidement, s'il vous plaît. C'est un rapport pour aller plus loin dans le détail de ce que représente vraiment le coût de la formation initiale et le coût de la formation continue des policiers. On a vu que c'est un sujet qui intéressait beaucoup des commissaires ici et présents, donc je propose un rapport pour qu'on sache exactement comment les choses se présentent, plus de transparence. Merci. On passe le vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. 15-26, Monsieur Maudet. Madame la rapporteure, défavorable. Il est pour, contre, rejeté. Merci. 25-40, Madame Pantel. Alors pardon, cet amendement vise à demander un rapport sur le renouvellement de la flotte des avions et des hélicoptères de sécurité civile et je ne réexplique pas pourquoi puisque j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc favorable. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. 25-39, Madame Pantel. Là, il s'agit de demander un rapport sur le mode de financement de Nexis, son coût pour les services d'incendie et de secours et les conséquences des retards de son développement et de son déploiement. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. 25-38, Monsieur Maudet. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais défendre les deux. Donc 25-38, demande de rapport sur le financement par l'État de la prise en charge des risques de santé chez les sapeurs-pompiers et leur exposition aux risques professionnels. Et 25-41, demande de rapport sur le coût pour les finances publiques de la prise en charge des services d'incendie et de secours des carences ambulancières. Je vais juste profiter, Monsieur le Président, pour dire un mot. C'est que tout à l'heure, le collègue du Rassemblement national disait qu'on avait potentiellement pris ses idées, qu'on ne votait pas ces amendements. Je veux juste quand même qu'on puisse lui répondre que d'une part, nous sommes commissaires aux finances et que c'est pour ça qu'on n'a pas déposé d'amendement en commission des lois. De l'autre, qu'on a fait le plus gros agenda d'audition qui a existé sur cette mission sécurité civile. Et enfin, je lui redirai, parce qu'il n'est pas là, que son groupe n'a pas voté aucun de ses propres amendements, puisque aucun membre du Rassemblement national n'était là pendant cette commission sur la sécurité civile. Non, il n'y avait personne, il n'y avait que M. Rancoul qui ne pouvait pas voter ses propres amendements. Donc non, il y avait 0 vote pour les amendements du Rassemblement national parce qu'ils n'étaient pas là pour les voter. Et rajouter qu'ils n'ont jamais voté les moyens supplémentaires proposés pour le financement des SDIS. Allez, on accélère pour ceux qui veulent aller voter sur la niche. On vote qui est pour 25-38, qui est contre, rejeté, même vote 25-41. On passe à contrôle de la circulation du stationnement routier. Monsieur Lotio n'est pas là, pas défendu. Renaud, pas défendu. Fabrice Brun, pas défendu. Philippot, pas défendu. On passe au vote contrôle de la circulation et du stationnement routier qui est pour,
Adopté. On fait une interruption de quelques minutes parce que je fais une transition avec Véronique Louwagie. Donc, si vous voulez en profiter pour aller voter, allez-y.